Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Via Éco sur Via Occitanie. Nous poursuivons la découverte du monde économique de notre région avec les chefs d'entreprise, décideuses et décideurs d'Occitanie. Je vous propose de découvrir aujourd'hui une maison installée depuis 14 ans dans l'Hérault à Béziers. Figurez-vous qu'elle est leader mondial des vins sans alcool premium. Bonjour Mathilde Boulachin. Bonjour Olivier. C'est vous qui avez créé en 2010 la Maison Chavin. On va parler de cette très belle aventure devenue une véritable success story internationale. Mais d'abord, on commence par votre parcours et votre formation. C'est traditionnel dans cette émission. 97, ça commence par un DUT, technique et commercialisation à l'IUT de Cherbourg. Et puis un diplôme universitaire, vous partez aux États-Unis, diplôme universitaire nord-américain, 99, 2000, 2000, 2003. Vous revenez en France, Fontainebleau, un titre de négociateur international, l'international qui va guider le reste de vos études, un DESS toujours en région parisienne, analyse des marchés émergents et transition, et puis un diplôme dans le même temps en 2006-2007 à Londres. Avant de revenir, aller-retour continuel, master spécialisé en commerce international des vins et spiritueux. Un parcours, on en parlera en Scandinavie avant de créer Avina SARL, donc c'est en 2008, pour faire du marketing, communication, distribution de vins nord de l'Europe, donc votre spécialité du moment, de l'époque. Et puis en 2010, la création de Pierre Chavin, devenue la Maison Chavin, pour ceux qui connaissent effectivement cette marque, négoce de vin et alternatives sans alcool dont nous allons largement parler. Parmi les dernières actualités, c'est important parce que ce sont vos origines, Cézanne en Champagne, l'exploitation de 2 hectares de vignes. C'est pour ça que je l'ai indiqué dans ce tableau. Il y a bien d'autres choses. Vous êtes aussi membre de la délégation française du G20 des entrepreneurs depuis 2018 et toute nouvelle conseillère au commerce extérieur depuis février dernier. Vous nous direz ce que ça signifie et à quoi ça sert d'être aussi conseillère au commerce extérieur. On ajoutera à ce parcours un autre parcours, un événement qui arrive à grands pas. Ce sont les Jeux Olympiques de Paris, précédés par justement le parcours de la flamme olympique. Et vous êtes porteuse officielle de cette flamme. On voit quelques photos avec le partenaire Banque Populaire du Sud. Quel est votre sentiment? Comment on se prépare à cet événement qui aura lieu le 13 mai prochain? Écoutez, c'est une grande fierté. On se dit que la probabilité de porter un jour la flamme olympique, elle est tout à fait infime. Sans doute gagner au loto, j'aurais eu plus de chance. Non, c'est une grande fierté, ça représente beaucoup pour moi, c'est tout un symbole. Et puis surtout de se dire que tout est possible. Tout est possible, et puis ça met en valeur aussi le territoire sur lequel vous êtes. On revient au début de votre histoire, Mathilde Boulachin. Vous êtes champenoise d'origine, vous grandissez sur le coteau cézannais, justement. On a parlé de Cézanne. La viticulture, déjà bien présente dans votre vie? Écoutez, j'ai été bercée dans les bulles, oui, dans un univers très chlorophyllé, des collines à perte de vue, et puis imprégné d'une culture vinique. Alors certes, le champagne, qui a sans doute inspiré tout mon destin et ma carrière professionnelle. Ça commence par un DUT, puis le commerce, la négociation, la gestion. Vous apprenez les bases déjà dans les premiers moments de la formation? Oui, tout ça dans une sphère très internationale. Alors j'avais compris une chose, c'est qu'il fallait sortir de ses frontières, il fallait aller toujours plus loin. Ça vous l'avez fait, on va le voir, vous l'avez largement fait. Et oui, sortir donc le commerce, la négociation, mais pas que, tous les réduiments pour aujourd'hui pouvoir exercer un métier managérial qui nécessite d'être un petit peu couteau suisse. Couteau suisse et avec des valeurs que vous ramenez de Scandinavie, on va en parler dans un instant. Vous partez aux États-Unis, université américaine dans le Tennessee, tout en représentant aussi la Normandie aux États-Unis. Racontez-nous. Alors oui, effectivement, j'ai reçu une très jolie bourse d'études pour pouvoir effectuer une année universitaire dans le Tennessee. Il y avait des liens un petit peu particuliers avec la Normandie. Et c'était une magnifique expérience et évidemment un diplôme en poche, certes, mais des connaissances du territoire américain. Et puis l'anglais, déterminant. Le territoire américain, vous développez aussi dans la structure Maison Chavin dont on va parler dans quelques minutes. Retour en France, École supérieure de commerce internationale de Fontainebleau. Et là, vous étudiez aussi à l'étranger, l'Espagne et puis la Suède où vous allez passer du temps. Tout à fait. Alors une triangulaire à la fois dans l'université d'Alicante, et puis tout de suite après l'université de Linköping qui fut une véritable surprise.
Je m'attendais pas à ça. Un univers très froid et à la fois une culture magique, un management déjà à la scandinave. C'est quoi le management à la scandinave alors, si je peux résumer, c'est conférer des responsabilités aux jeunes, exiger un petit peu l'équité dans les conseils d'administration. Voilà, une personne est une personne et tout son capital, son savoir-faire, son talent, quel que soit son âge, donc pas de différence générationnelle en fait. Ce qui a permis, on le verra sans doute plus tard, très tôt d'avoir une carrière à l'âge de à peine 25 ans, je commençais déjà à me hisser au sein d'un grand groupe. Donc c'est ça le management scandinave, c'est très aplani. Justement, vous démarrez en Suède par un grand groupe, vous y passez quelques années. Qu'est-ce que vous y apprenez, puis qu'est-ce que vous y faites, un spécialiste en médical Alors tout à fait, c'était dans ce qu'on appelle le medical IT. Alors, qu'est-ce que j'y fais ? Je commence dans les métiers du marketing et je termine en très peu d'années à la responsabilité, à la direction de la communication. Donc c'est un groupe d'à peu près 700 personnes, 7 filiales de par le monde, basé en Suède. Un très gros groupe dans le medical IT et j'ai tout appris en fait. J'ai appris à la fois comment était organisée une structure. C'est le seul endroit où j'ai travaillé. Donc Chavin aujourd'hui est organisé comme une boîte suédoise. Donc c'est assez sympa à voir. Donc une organisation du travail, mais pas que. J'ai acquis des responsabilités très vite. Rapidement, j'étais ambassadrice de mon pays. Je faisais des dégustations de champagne dans les conseils d'administration. Le vin, toujours le champagne, toujours en toile de fond, toujours. Justement, vous allez repartir aussi, faire de l'importation de vin en Scandinavie. Et puis 2010, la création de Pierre Chavin, devenue la Maison Chavin. Maintenant, l'appellation c'est Chavin, c'est vraiment la marque. D'où part ce projet de Maison Chavin ? Alors, j'ai importé des vins, notamment en provenance de France, au sein d'un gros groupe scandinave basé à Stockholm. Et c'était une formidable école marketing, puisque en Scandinavie, vous avez des monopoles d'État de distribution. Et là, j'ai envie de dire, vous avez l'intégralité des vins provenant de la surface de la planète. Donc, la manière de se distinguer est prépondérante. Donc, il faut savoir se distinguer par le packaging, par le prix, par la qualité. On les voit à ces vignes. Et c'est une très belle école marketing. Donc, retour à Béziers, d'abord création d'Avina, conseil, distribution, marketing, justement dans l'univers du vin. Ça, c'est la première étape. Tout à fait. Comment aider les exportateurs français à pouvoir fonctionner dans des pays monopolistiques ? Donc c'est ce que je fais en premier lieu. Et puis après, je me dis, finalement, je peux le faire. Je vais le faire toute seule. Je vais créer un négoce de zéro, en partant de rien, 5 000 € en poche. Et puis, plus de 10 années plus tard, ça a marché avec un postulat de base. C'est qu'il fallait absolument innover dans un monde, dans une industrie qui est séculaire. 20 siècles d'histoire vinique. Il fallait pouvoir se différencier. Donc Chavin, l'art de la différence. Et on part sur cette lignée où il faut absolument innover pour pouvoir percer. Qu'est-ce qui vous fait avancer, Mathilde Boulachin ? Soif d'entreprendre, on avait bien compris, mais c'est aussi être là où on ne vous attend pas forcément. Alors effectivement, l'art de la différence, on vient de le dire, de l'audacité, essayer de dépoussiérer les codes, mais surtout de s'interroger sur ce que veulent véritablement les consommateurs finaux. L'innovation aussi, très clairement. L'innovation, à l'intérieur, à l'extérieur d'une bouteille. Qu'est-ce que veulent les nouvelles générations ? Qu'est-ce que veulent les nouveaux pans Qu'est-ce que veulent les nouveaux pans de consommateurs ? C'est ça qui est intéressant pour nous. C'est des problématiques qui vraiment nous intéressent. Janvier 2010, création de Pierre Chavin, la Maison Chavin. Quel était le projet ? Du vin sans alcool ou du vin désalcoolisé ? Expliquez-nous un peu le principe et le concept de ce projet. Alors je vous explique. 5 000 € en poche. Je n'avais pas 2 châteaux, 3 générations derrière. Donc il fallait véritablement essayer d'innover dans un monde extrêmement concurrentiel. Donc nous on le voit à l'échelle locale. Donc on est déjà dans un territoire, on a une production qui est très importante. Mais à l'échelle internationale, on a une concurrence pléthorique. Donc l'innovation, et très vite je tombe enceinte de 2 ans, de 2 filles, de manière consécutive. Et là je me dis, je ne vais pas pouvoir continuer avec du Perrier Tranche et du Coca-Cola, il va falloir faire différemment. Et je m'interroge sur qu'est-ce que peuvent consommer les femmes
pendant leur grossesse. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Et on commence à faire des premiers essais, la recherche et le développement. Et là, on avance dans une direction que sont les vins désalcoolisés. Donc ce sont des vins vinifiés de manière traditionnelle, puis désalcoolisés ? Tout à fait. Et donc, combien de tests, combien d'expérimentations pour arriver à un vin premium ? Parce que ce sont aussi des vins désalcoolisés premium, donc de haut de gamme. Alors tout à fait. Pour moi, le postulat de base, c'était il fallait répondre à une demande, donc qui était la mienne à l'époque, mais pas que. Et on verra plus tard, il y a d'autres cibles de consommateurs et de consommateurs potentiels qui viennent constituer un tout. Donc il fallait répondre à cette demande, mais il fallait répondre aussi à une exigence d'expérience et à une exigence de qualité. Il fallait vraiment pouvoir développer quelque chose qui gustativement corresponde à ce que voulaient les consommateurs et veulent toujours les consommateurs. Alors des vins que j'ai pu goûter, étonnant, assez étonnant, surprenant, on peut le dire. C'est assez bluffant quand on goûte ces vins premium. Une baisse de consommation d'alcool mondiale aussi, pas uniquement, on va le voir, vous êtes à 90% à l'export, mais ce sont des changements d'habitude très profonds en termes de consommation d'alcool dans le monde. Alors effectivement, on dit tout le temps, vous vous souvenez, dans les années 60, on avait plusieurs dizaines de litres de consommation de vin par habitant. Aujourd'hui, de manière tout à fait réaliste, à l'échelle mondiale, la consommation du vin aussi entre plus 0,5 et 1% par an. Et en revanche, il y a des plantations qui se font dans des zones telles que la Chine où on vient planter des milliers d'hectares. Donc il faut s'interroger sur les potentialités et l'écoulement de tous nos vins. C'est le NOLO. Alors l'industrie du NOLO. No alcool, low alcool. Alors No pour zéro. Pour zéro et low pour abaisser en alcool. Donc effectivement, une industrie qui commence à percer. Alors il y a 14 ans, personne ne nous entendait du tout. On a imaginé sans doute qu'il y avait une part de folie dans tout ça. Il y a des extraterrestres un petit peu quand même un petit peu des ovnis. Et puis petit à petit, on a commencé à nous regarder en se disant finalement ils sont pionniers. Ils ont quelque chose, ils ont compris quelque chose, ils ont compris un basculement des tendances de consommation et de ces volontés. Vous voyez, après le Covid, on s'est interrogé sur la vie, le bien-être, toutes ces considérations qui font que, oui, il faut bien manger, s'interroger à la nutrition, ce qu'on boit, ce qu'on consomme. Et tout ça est venu former un prisme extrêmement important pour les consommateurs finaux. Et ça marche, votre marché, c'est le premium. On l'a dit, on va voir quelques chiffres que vous nous avez confiés. La Maison Chavin, 13 millions d'euros de chiffre d'affaires au bout de 14 ans d'activité. 90% du chiffre d'affaires réalisé à l'étranger, on le disait, dans plus de 60 pays. Et 50% du chiffre d'affaires réalisé dans la catégorie sans alcool, parce que vous faites aussi du avec alcool. 8 gammes de boissons sans alcool et puis une vingtaine de collaborateurs pour le moment. Combien de bouteilles à peu près à l'année ? Alors en termes d'unité, on produit plus de 2,5 millions d'unités de sans alcool seulement. Et ensuite, effectivement, 50% de notre chiffre d'affaires est réalisé avec des vins. Et là, ça pousse les chiffres un petit peu plus haut. Vous avez visé et réussi donc l'international, on l'a vu, 90% à l'export. Quel pays apprécie le plus ces vins sans alcool, désalcoolisés ? Alors écoutez, aujourd'hui, on a ouvert la porte de 65 pays. D'une manière générale, ce sont plutôt les pays consommateurs ou producteurs de vin qui s'intéressent à ce type de produit, puisqu'il faut une alternative naturelle et sophistiquée, notamment sur les tables de restaurants, au vin. Donc on a percé dans 65 pays. Le plus grand des pays aujourd'hui consommateurs de vin sans alcool pour nous, c'est le Japon. On est leader incontesté dans notre catégorie. La Suède, la Norvège, évidemment, le Danemark. Oui, 65, il y a une petite kyrielle, mais on est très fort en Europe, en Asie. La Corée du Sud aussi. Ah bien sûr, fait croissance à 3 chiffres, une grosse percée. Après, quand on rayonne sur le Japon, par capillarité, on arrive à dresser des cercles concentriques autour. Donc la Chine, les États-Unis, le Canada. Évidemment, on est très fort sur le nord de l'Europe, la Scandinavie, l'Allemagne, le Benelux, et voilà.
Un marché à développer. Quelle est sa croissance? Alors, votre croissance est importante au niveau de Chavin, mais quelle est sa croissance au niveau mondial de ce vin sans alcool? Alors, elle aussi, mais on pourra retenir au minimum, c'est une croissance à 2 chiffres. Et on est sur des croissances entre 15 et 25%. Voilà, certains pays, je vous parlais de la Corée, on est sur des croissances à 3 chiffres. Alors, vous allez me dire, mais Mathilde, on part de bas. Peut-être, mais il n'en demeure pas moins. Ce sont des accélérations qui sont puissantes. Et si vous m'interrogez, est-ce que vraiment, il y a 14 ans, je pensais édifier un négoce de vin où 50% du chiffre d'affaires serait réalisé sur le sans-alcool, je vous aurais dit non. C'est une surprise pour nous également. C'est une niche qui est devenue grande. Une niche qui a bien grandi, on a vu quelques produits. Ce vin, on a du mal à l'imaginer quand on le boit, mais effectivement, on a l'impression qu'il y a de l'alcool dedans. Enfin, il a un goût qui se rapproche, qui est un peu pétillant. D'ici, moi, je suis pas un expert en vin, donc je vais pas vous donner évidemment les caractéristiques que j'ai ressenties, mais tout de même, au-delà du packaging, de la couleur, du parfum, ça, c'est de la recherche et développement pur. Alors oui, c'est vraiment le fruit d'années et d'années d'expérimentation. Comme toute recherche, il y a beaucoup d'agilité derrière ce que l'on fait. Attention, on n'a pas du tout vocation à remplacer le vin. Nous sommes nous-mêmes négoces de vin. Par contre, on a vocation à offrir une alternative gustative, bien faite, de qualité, pour tous les consommateurs qui ne boivent pas de vin ou qui sont hybrides, à savoir, et cultivent la modération. Tantôt je bois, tantôt je bois pas, en fonction. Si par exemple ce soir je dois aller au restaurant et conduire derrière, je vais faire attention. Voilà. Le contexte en France, on le sait, crise agricole, on en parle beaucoup, viticole aussi. Est-ce que votre orientation, d'abord au niveau du choix du produit, puis l'orientation internationale, vous protège d'une certaine manière ? Alors, j'ai envie de répondre de cette manière. Je pense qu'à partir du moment où on innove, où on s'interroge vraiment sur ce que pourraient vouloir les consommateurs, eh bien, c'est déjà un grand chemin d'accompli, parce qu'on est sûr de faire mouche. Donc, il faut innover, absolument. Il y a des choses à faire. Il ne faut pas rester sur les mêmes sentiers battus ou partir dans des perspectives qui font... Finalement, les chemins ont été empruntés par des milliers d'autres. Il faut savoir se distinguer. Donc, la singularité, la différenciation, c'est vraiment ça qui est important. Alors que ce soit dans l'univers du sans-alcool, mais j'ai envie de dire, dans l'univers du vin, il y a aussi bien d'autres belles choses à accomplir. Vous avez recruté. Est-ce que le recrutement est facile à Béziers, notamment? Il y a eu aussi une crise du recrutement depuis la période Covid. Est-ce que cette marque Chavin attire? Alors, le management est assez atypique. Est-ce que c'est simple de recruter? Non. Nous sommes basés évidemment à Béziers, dans le sud de la France. Nous sommes un bassin... que parfois on peut dire assez sinistré, mais tout de même. Innovant aussi. Quand on veut, on peut. Et effectivement, il y a des belles percées innovantes sur notre bassin. On a des jolies choses qui sont faites, notamment dans la transition énergétique. Dans l'hydrogène, notamment avec Genvia. Tout à fait. Donc oui, il y a on peut attirer des talents. Donc un management atypique, bon déjà... effectivement, un négoce de vin drivé par une femme, c'est assez atypique, mais je pratique un management qui cultive la responsabilisation, les autonomies, qui va chercher des talents, qui s'interroge sur comment faire mieux, comment aller plus loin. Et on n'a pas peur et on y va. Et tous les jours, il y a cette énergie positive et combative d'aller gagner des parts de marché. C'est ça qu'on se bat chaque jour durant avec cette attitude positive pour aller chercher bien plus loin encore ce que l'on n'avait pas hier et avant-hier. Et on le voit dans les chiffres, ça marche plutôt bien. La question du bio aussi, vous vous intéressez aussi au bio, parce qu'on parle de vin, mais évidemment, même le vin désalcoolisé, le bio a un intérêt évidemment. Alors aujourd'hui, on a un petit problème en termes de certification, notamment des alcoolisés, des bio.
c'est pas possible, mais on a de grands espoirs. Évidemment, l'agriculture biologique, on en fait, on continuera d'en faire, mais j'ai envie de vous dire, il y a bien d'autres chemins à emprunter pour pouvoir être responsable, aussi bien sociétalement que sur un plan environnemental. Chez nous, la RSE est une démarche inspirée de la Suède, qui a été depuis le premier jour totalement partie intégrante de notre ADN. La responsabilité sociétale des entreprises, on en parle beaucoup dans cette émission, mais effectivement en 2010... peu en parlait et peu la mettait en pratique en tout cas. Beaucoup le font depuis. On parle de vin premium depuis tout à l'heure, même si effectivement ce sont des vins sans alcool ou désalcoolisés, ce sont des vins haut de gamme. L'idée c'est de les marier aussi avec des mets d'exception. On va voir quelques images que vous nous avez confiées dans une grande école hôtelière à Paris, Ferrandi, où là... Voilà, on voit ces vins et vous présentez vos vins dans des conditions particulièrement bonnes, on va dire. Alors tout à fait. Nous travaillons évidemment avec des établissements élitistes. On a choisi une distribution sélective. Moi, j'ai beaucoup de fierté de dire qu'on est aussi bien présent sur des tables étoilées, tout comme des palaces de la capitale, à la grande épicerie, etc., etc. Donc vraiment une très jolie distribution exclusive en France, mais pas que. On l'a vu, pas que. Si vous vous baladez à Tokyo dans des très grands palaces, et là vous retrouverez les vins sans alcool de la maison Chavin. Et ensuite, oui, on fonctionne avec l'école Ferrandi. On va également partager notre savoir-faire avec des écoles de sommellerie. En fait, il y a un véritable travail d'éducation puisque tout le monde ne sait pas que des alternatives sans alcool existent, sophistiquées et en capacité de pouvoir réaliser des jolis mariages accords, mets et vins sans alcool. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'alcool qu'on ne peut pas effectivement marier un vin sans alcool avec un bon mets. On va dire que quand vous ne pouvez pas boire, quelle est votre alternative quand vous êtes au restaurant ? Est-ce que sincèrement, vous souhaitez vous contenter de l'eau ou de soda qui sont sursaturés en saccharose? Ou est-ce qu'il n'y a pas une autre voie qui est entre le vin et du coup le soda, mais sans alcool, une alternative pensée? Et encore une fois, on n'est pas là en train de prendre la place du vin, on est en train de créer une catégorie complémentaire, sophistiquée, qui permet aussi des débouchés pour nos sursaturations de raisins en fin de campagne. On va parler du développement international. On revient un petit peu à Béziers parce que vous préparez de futurs locaux à Béziers avec un showroom. D'abord, c'est pour quand? On voit quelques images de ce que sera ce showroom et ce lieu d'accueil. Il faut servir aussi la clientèle locale, régionale. Elle est importante quand même. J'avais beaucoup de frustration de ne pas pouvoir livrer. Donc, nous avons une boutique en ligne sur laquelle, évidemment, les consommateurs peuvent trouver l'intégralité de nos collections. En revanche, j'avais beaucoup de frustration d'envoyer de manière nonchalante un colis aux populations locales. C'était pour moi frustrant. Donc, on a envie de les accueillir, évidemment, de préparer le colis, mais de pouvoir au moins leur tendre ce colis et déguster, échanger. Évidemment, apporter quelques explications, pouvoir leur expliquer les méthodes d'élaboration. Qu'est-ce que c'est qu'un vin sans alcool? Comment c'est élaboré? Quels sont les accords que l'on peut faire avec nos vins? Voilà, c'est tout ça c'est toute cette histoire qu'on a envie de raconter et d'expliquer. Et oui, notre empreinte sur notre territoire est importante parce que n'oubliez pas qu'on a commencé très 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 loin. C'est ce que j'appelle le ricochet inversé. Et petit à petit, on est en train de revenir sur notre bassin natif. Voilà. Vous ne dévoilez pas les secrets de fabrication tout de même? Non. Il y en a quelques-uns. Oui, bien sûr. Mais on est tout de même assez ouvert dans nos manières de fonctionner. La manière dont on retire l'alcool, avec des techniques de distillation sous vide. Pourquoi on utilise ce type de technique? Quelles sont les méthodes d'élaboration? Ce sont pas des secrets de polichinelle. Et encore une fois, on a vocation à être dans de la transparence et à vraiment renseigner le consommateur qui a des questions, certes parfois un peu naïves, mais il ne sait pas ce que c'est. Donc c'est tout à fait normal.
On viendra vous voir, donc on n'en a pas trop parlé des secrets, enfin du fabrication de ces vins, mais justement il faudra venir vous voir pour ça. Il nous reste un peu plus d'une minute d'émission. Les prochains développements de la Maison Chavin, à l'international notamment? Alors on a pour volonté de consolider des places fortes. En ligne de mire cette année, c'est les États-Unis, un marché énorme pour nous, des potentialités énormes. On va chercher, et c'est pas un gros mot de le dire, la valeur ajoutée. On va chercher des terrains de jeu où on est en capacité de pouvoir générer de la valeur pour pouvoir ensuite continuer notre R&D, notre innovation, continuer de recruter, continuer de croître et de développer cette jolie maison qui est la Maison Chavin. Des recrutements cette année prévus? Bien sûr, mais en 14 ans, on ne s'est jamais arrêté. Et la société que vous voyez aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Et pour moi, la ligne droite, c'est, je ne sais pas, manager comme ça, il faut continuellement croître. Donc conquérir le plus de pays possible, 65 pour le moment. Quand on vous réinvitera, il y aura peut-être 100, 130 pays, peut-être tous les pays de l'ONU, répertoriés par l'ONU. Alors en tout cas, la vision stratégique, c'est vraiment de consolider des territoires très importants, stratégiques pour nous. Merci Mathilde Boulachin d'avoir accepté notre invitation, d'être venue parler de la Maison Chavin, une émission évidemment que vous pourrez retrouver comme d'habitude en replay sur viaoccitanie.tv. Très belle semaine à toutes et à tous.